l'inverse des startup founders, etc. Moi, je te demande, mais juste, je vais faire du cash, en fait. Et puis après, je verrai, quoi. L'important, c'est de faire du cash maintenant, de montrer que ça marche, de remplir les caisses, etc. Je pense jusqu'au premier million, c'était juste du bourrinage de j'ai un truc qui marche, je le réplique, je l'améliore, je le réplique. En fait, l'erreur de base, c'est d'essayer de trouver des clients pour ses produits, alors que ce qui est intéressant, c'est trouver des produits pour ses clients. C'est ça qui marche. J'ai dit, ok, moi, mon truc, c'est les entrepreneurs, ils ont des problèmes. Ok, qu'est-ce que je peux leur proposer pour résoudre ces problèmes-là? Vraiment, moi, je pense que la qualité, le truc qui fait la diff, en fait, c'est la capacité à comprendre le monde qui t'entoure et à évoluer, quoi. Le marché, il évolue, si tu le prends pas en conscience et que tu fais pas en fonction de ça, tu perds tout, en fait. Et qui nous disait, ouais, mais Mimi manque ça, OnlyFans, ça serait bien qu'il y ait ça. Du coup, nous, on a tout vu, on a fait, c'est bien. Et ben, ça, on prend, ça, on copie, ça, on met sur Demoiselle, ça, on le met aussi, ça, et on met tout ça gratuit. Bonjour à tous et bienvenue sur De Bas en Haut. Aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir recevoir un invité incroyable, Manoa Labranche. Comment tu vas ? Ça va, toi ? Ça va super bien. Manoa, l'homme qui a généré près d'1,8 million d'euros et tout ça sans montrer son visage pendant très longtemps. Tu as formé des milliers de personnes actuellement. Tu es en train de lancer ton SaaS Demoiselle. On y reviendra un petit peu après. Mais premièrement, tu as 21 ans, créateur de Fortu Media et de multiples sociétés. Tu as généré, je le répète, mais 1,8 million d'euros. Tu as investi des milliers d'euros dans des sociétés comme Le Crayon Média ou encore Ragnarok. D'après toi, qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de générer autant d'argent et d'avoir une telle communauté ? Est-ce que c'est un comportement, un état d'esprit, une habitude que tu as mis en place ? Moi, je dirais que c'est un petit peu... Moi, c'était assez naturel, en fait. J'aime pas trop le discours des entrepreneurs qui vont te sortir des grandes tirades, etc. Et c'est ce que j'avais dit déjà plusieurs fois dans des podcasts, c'est qu'en fait, moi, ça a été un petit peu le hasard au tout début, et c'est un peu l'effet domino, c'est-à-dire que tu lances une chaîne YouTube, donc tu apprends à faire du montage, tu dis que tu fais du montage sur Facebook, donc les gens t'en demandent, tu les factures, etc. Et donc, non, moi, globalement, j'ai découvert le truc qui m'allait le plus, c'est-à-dire l'infoproduit. Donc, je me suis dit, bah, là, actuellement, donc, c'était 2019, ça me semble être le business model le plus prometteur, le plus rentable, avec des marges de malade. Tu crées la formation une fois, tu peux la vendre 10 000 fois, etc. Et en fait, j'ai bourriné. C'est-à-dire que j'avais mon compte Instagram, j'avais de l'audience fraîche tous les mois grâce aux Reels, etc. C'était en 2020, je crois que ça a commencé à apparaître, les Reels. Donc en fait, moi, je faisais énormément de vues, j'avais beaucoup de gens qui me découvraient. Et donc en fait, j'avais cette... d'ailleurs, à l'inverse des startup founders, etc. Moi, je te demande, mais juste, je vais faire du cash, en fait. Et puis après, je verrai, quoi. L'important, c'est de faire du cash maintenant, de montrer que ça marche, de remplir les caisses, etc. Et donc, j'ai fait un infoproduit qui a bien marché. Donc, j'en ai fait un deuxième. Puis, le troisième, j'ai fait une meilleure page de vente. Puis, le quatrième, j'ai fait un lancement avec une séquence de préchauffage avant. Enfin, j'ai testé plein de trucs. Et moi, j'avais juste, je pense jusqu'au premier million, c'était juste du bourrinage de j'ai un truc qui marche, je le réplique, je l'améliore, je le réplique. Oui, parce que tu avais un rythme d'usine pendant presque 2 ans, à presque 5 stories, 5 posts par jour. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, tu avais deux formations, enfin, tu avais une formation toutes les 2 semaines. Ouais. Donc, c'est énorme. Et justement, est-ce que pour les personnes qui pensent, ou en tout cas qui pensent ne pas avoir de compétences, ou alors qu'en ont une, comment on monétise cette compétence ou cette habitude qu'on a en place, et comment on l'identifie justement si on n'en a pas, quoi. Moi, ce que je dis, c'est toujours d'aller dans les choses qui sont en puissance, c'est-à-dire les choses qui sont assez naturelles pour toi. Très souvent, tu as des centres d'intérêt de base, même avant que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, tu as des choses dans lesquelles tu es meilleur, des choses pour lesquelles les gens viennent te voir, pour des conseils, des questions. Ah, je sais que toi, tu t'intéresses beaucoup à ça. Moi, je conseille souvent de partir de ça, justement, pour lancer un business. Et donc, pour répondre à la question de si on a une compétence, comment la monétiser, voilà, je me dirais, je suis bon à ça, en tout cas meilleur que la moyenne, je sais faire ça, ok. Qui est-ce que ça pourrait aider ? Et les gens, souvent, font l'erreur de, au lieu de se poser cette question de qui est-ce que je pourrais aider avec les compétences que j'ai, ils vont se dire directement, quel service, quel produit je peux créer ? Et en fait, l'erreur de base, c'est d'essayer de trouver des clients pour ces produits, alors que ce qui est intéressant, c'est trouver des produits pour ses clients. C'est ça qui marche. Moi, j'ai toujours dit, en fait, tu pars d'un groupe de personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai pas créé une formation sur la psychologie. Après, je me suis dit, alors, à qui je vais la vendre ? Non, j'ai dit, ok, moi, mon truc, c'est les entrepreneurs, ils ont des problèmes. Ok, qu'est-ce que je peux leur proposer pour résoudre ces problèmes-là ?
Et j'ai toujours fonctionné comme ça depuis, en fait. C'est-à-dire qu'initialement, j'avais les dropshippers sur Facebook qui voulaient des boutiques. Bon, alors, je vais vous faire des boutiques. Ensuite, ça s'est élargi aux entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir. Bon, je vais vous apprendre à vendre, à faire du marketing, à vous faire connaître sur Insta, à vous déclarer, par exemple, avoir une société. Et là, c'est poser le problème, justement, mais j'ai pas les compétences, je suis pas comptable. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste écrit un cabinet comptable. Enfin, j'ai écrit à 10. Je dis, est-ce que ça vous dirait, on prend 2 jours pour filmer une formation. Moi, je la vends, et puis vous touchez des royalties à vie. Ils ont dit oui. Et donc, en fait, soit tu monétises tes compétences en te disant, qui est-ce que je peux aider avec ça? Et ensuite, de quelle manière? Produits, services, formation. Et si effectivement, tu n'as pas de compétences, tu fais la même logique, c'est-à-dire que tu trouves un groupe de personnes qui a du pouvoir d'achat, que tu connais bien, à aider, et ensuite tu trouves une manière de bypass le fait que tu sois pas assez compétent. J'ai un ami par exemple qui a fait ça. Il a beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont des soucis légaux, fiscaux, juridiques, etc. Lui, il n'était pas avocat, mais sauf qu'il a créé un cabinet d'avocats avec 2 avocats. Tu vois, il avait l'audience, donc il savait les gens qui voulaient aider, il les connaissait, il connaissait leurs besoins, leurs désirs, leurs frustrations, machin. Il savait de quoi ils avaient besoin, c'est-à-dire d'avocats, sauf que en fait, il y a une asymétrie d'informations. Tu te mets au milieu, hop, tout le monde est content. Ok. Et est-ce que, avec du coup toute l'expérience que tu as accumulée là, est-ce qu'il y a une chose que tu as identifiée, que tu mets en place, en fait, qui est nécessaire à mettre en place si aujourd'hui tu veux avoir un business à succès, que ce soit rapide ou pas rapide d'ailleurs, mais vraiment, c'est-à-dire que si cette chose-là, tu la mets pas en place, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Moi, je dirais un pragmatisme assez froid. C'est-à-dire que moi, je fais jamais ce qui me plaît en soi. Tu vois, par exemple, là, pour Demoiselle, donc la plateforme que je suis en train de créer, 95% du taf, c'est un truc que j'aime pas. Ok. Il y a 5%, c'est génial, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire que le parcours utilisateur il soit optimisé pour que les gens dépensent, comment on va faire pour que pour les agences, les modèles, ça soit confortable, ça soit le plus optimisé possible. Là, récemment, je l'ai mis en story, on a copié un peu Shopify en faisant une appli pour que les gens, les agences, les modèles puissent avoir des notifications de paiement. Et donc, tu sais, il y a des trucs qui sont ultra fun comme ça et qui me plaisent et qui me stimulent, etc. Mais 95% du taf, c'est du légal, comment on fait pour encaisser des paiements, puisque c'est du X, donc Stripe t'oublie, et c'est très dur. La tech, les développeurs, les machins. Et moi, dans tous mes billes jusque-là, l'essentiel du truc me plaît pas, mais j'y vais quand même, quoi, tu vois. C'est-à-dire, prestation de service, moi, je savais pas coder, donc j'utilisais Shopify. Quand j'avais un site à créer pendant 2 jours, j'étais pas fan du truc, quoi. Mais je le faisais en mode, voilà, ça c'est nécessaire, machin. Et franchement, moi, c'est... Ce qui empêche les gens aujourd'hui de créer un business qui marche, c'est que ils sont juste pas prêts à faire le taf, quoi. Enfin, ouais. C'est tout con, c'est une réponse un peu bateau, mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai parce que j'y pensais justement il y a quelques jours, en fait, et c'est bien toute cette motivation, etc. Mais en fait, à un moment donné, si tu veux faire du business, fais, tu vois. Et il y a plein de personnes, et j'étais vachement dans cette méritocratie, tout le monde peut être entrepreneur et tout le monde peut devenir Mais en fait, je me rends compte qu'avec le temps, en fait, non. Si t'es pas prêt à faire les sacrifices, t'es pas prêt à faire le travail qui est nécessaire, ça fonctionne pas, en fait, tout simplement. Oui, et puis en plus, ça demande vraiment, moi je pense que la qualité, le truc qui fait la diff, en fait, c'est la capacité à comprendre le monde qui t'entoure et à évoluer, quoi. Moi, par exemple, c'est ce que j'avais dit à mon père, vers mes 15 ans, je me suis dit, ouais, il y a un monde dans lequel je finis youtubeur, tu vois. Il me disait, ouais, mais en fait, tu vois, c'est aléatoire, machin, t'es sûr de rien, les vues, ça peut varier, machin. Et en fait, tu te rends compte que ce qui tue beaucoup d'entrepreneurs, c'est même pas le fait qu'ils n'arrivent pas à créer de business, parce qu'ils arrivent à créer une ébauche de business, tout commence à bien fonctionner, machin. Mais en fait, ils sont incapables d'évoluer avec leur temps, tu vois. Genre, par exemple, il y a des gens qui font exactement la même chose maintenant que ce qu'ils faisaient il y a 3 ans. Et ils s'étonnent que ça marche moins bien que machin, tu vois. Alors que, le marché, il évolue, si tu le prends pas en conscience et que tu fais pas en fonction de ça, tu perds tout, en fait. Moi, je sais que là, si je continue à faire newsletter quotidienne, petits produits, boum, une formation toutes les 2 semaines, non, tu vois, ça marcherait beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont l'impression que tu te fous de leur gueule. Quand tu fais une nouvelle formation que tu crées en 3 jours et que tu dis, en fait, c'est ça la nouvelle opportunité, ils le voient un peu comme un scam.
Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté l'espèce de rythme infernal dont tu parlais, là, 2021-2022 et 2022. Je sais plus ce que j'ai arrêté fin 2022. C'est que moi, je le voyais en mode, il y a plein d'opportunités, plein de trucs qui peuvent vous intéresser, donc je crée plein de produits, je délègue la création, machin. Et en fait, je disais, voilà, le mois A, je présentais tel business, le mois B, je présentais tel autre business. Et pour moi, c'était pas incompatible. C'est-à-dire, oui, ce business-là, il est très bien parce que ça, il y a tel désavantages. Et ce business, il est très bien parce que ça, il y a tel désavantage. Et en fait, les gens, ça, c'est une évolution de marché, tu vois, par exemple. Avant, ça allait, ils étaient en mode, ah ouais, une nouvelle opportunité. Et maintenant, ils sont en mode, mais attends, mais je comprends pas, c'est A ou B. Mais non, mais c'est pas A ou B, en fait. C'est comme mes élèves en coaching qui me disent, mais faut faire ça ou ça. Faut aller sur LinkedIn ou Insta. Mais tout marche, en fait. Tout marche relativement. Oui, mais moi, j'ai besoin du truc, quoi. Et ils se sentent limite floués quand tu leur dis, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, quoi. Parce que les gens ont besoin vraiment du truc clé en main. Ouais, ils ont besoin, en fait, d'avoir cette baguette magique, cette petite recette. Tu fais ça. Ouais, c'est ça. Tu fais ça, c'est bon, ça fonctionne. Tiens, va sur ça, c'est le mieux. Mais en fait... Et surtout que les gens arrivent plus à penser par eux-mêmes. Et du coup, ils ont besoin qu'on leur dise ce qui est et ce qu'ils doivent faire. Par exemple, on parlait juste avant en off de fiscalité. T'as des gens qui vont dire oui, mais c'est quoi le meilleur endroit fiscalement? Mais en fait, ça dépend. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de vraie réponse. C'est-à-dire que tu veux te rémunérer beaucoup ou pas? Tu veux créer un empire derrière avec du levier bancaire ou pas? Est-ce que tu veux optimiser tes bénéfices de la boîte ou tes bénéfices personnels? Est-ce que tu veux vivre en France ou pas? Et en fait, les gens, ils veulent une réponse toute faite. Et moi, c'est pour ça, de plus en plus, tu vois, c'est marrant, il y a 3 ans au coaching, on me disait, ouais, je dois faire A ou B. Je te dis, mais c'est B, évidemment. Et en fait, c'est la courbe Dunning-Kruger. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais beaucoup moins bon que maintenant. Et je suis mais je sais, je suis un expert, c'est A, tu vois. Et en fait, plus tu deviens bon dans un domaine, plus tu es en mode, en fait, tout marche et tout marche pas. Et en fait, t'as aucune réponse. Donc en coaching, ça m'arrive, le mec, il me dit, ouais, mais du coup, je dois faire ça ou ça. Teste les deux. Et le mec, ouais, mais non, mais parce que si, demande au marché, en fait. Ce que je dis, c'est, souvent je dis ça, je dis, le marché parle, écoute. Et c'est une très bonne phrase que je répète tout le temps en coaching, quoi. Et c'est peut-être ça, justement, la compétence à avoir, en fait, aujourd'hui, si tu veux monter un business, c'est écouter, en fait. Écouter ce fameux marché avant justement de vouloir entreprendre. Parce que si tu dis ça dans ce podcast, les gens ils vont dire c'est quand même décevant, on n'a pas de. Parce qu'ils veulent la secret sauce, ils veulent le truc. Le mot magique, la formule secrète. Mais oui, moi je suis d'accord. Alors moi je vais rebondir un petit peu sur ta réponse d'avant. Tu peux expliquer ce qu'est Demoiselle? Du coup, Demoiselle, c'est très souvent pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce domaine, c'est comme OnlyFans, en moins cher en termes de commission, et c'est optimisé pour la collaboration agence-modèle. D'accord. Okay. Parce qu'en fait, moi je me suis focus sur l'OFM depuis 1 an et demi maintenant, et du coup j'ai eu énormément de feedback des agences qu'on a formées, qu'on a lancées, qui ont performé par la suite, et qui nous disaient ouais mais Mime il manque ça, OnlyFans ce serait bien qu'il y ait ça, et moi j'étais en mode merci mais je suis actionnaire ni de l'un ni de l'autre, donc je vais pas pouvoir faire grand chose, et effectivement je suis d'accord avec toi, mais voilà. Et au bout d'un moment j'avais un pote qui me disait mais tu devrais faire un SaaS, et j'étais en mode je vais pas faire un SaaS pour faire un SaaS. Et au bout d'un moment, je sais même plus quand c'était que j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire une plateforme que je vais proposer à mes élèves avec tous les défauts en moins, en tout cas les défauts résolvables, de Mime OnlyFans et 2-3 trucs en plus, et on essaie que ça soit moins cher, machin. Et du coup, c'est le projet sur lequel je bosse depuis cet été. Donc ça revient à écouter le marché quelque part, comme tu disais. C'est ça en fait, c'est que à chaque fois, je me dis pas, oh putain, j'ai une idée de génie, machin. Non, en fait, on me demande des trucs. Et au bout d'un moment, je me dis, putain, la demande revient souvent. Bon, je fais en fonction, en fait. C'est très con, c'est très primitif, mais ça marche, quoi. Et ça marche 1000 fois mieux que le mec qui se dit, oh putain, j'ai une idée, là, on va vendre des parapluies connectés, tournoyants, qui font de la lumière, tu vois. On va faire une start-up, on va lever 2M. Non, juste, prends ton Mac, fais un podien, un système.io, vends un truc, et puis on voit après, tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est le problème, je pense aussi, c'est que les gens, ils réfléchissent énormément. Et c'est je vais faire ça, mais je vais réfléchir, mais comment je peux améliorer ça? Mais en fait, juste poste, t'as des feedbacks et t'améliores, en fait. C'est juste ça. Clairement. Moi, j'ai eu mon associé qui a une copine et qui était donc très dans la case études, salariat, etc. Et qui voulait lancer un projet sur Insta pour les cheveux bouclés. Et elle en parlait à mon associé, du coup, son copain, depuis pas mal de temps, quoi. Et du coup, on a fait un dîner ensemble récemment. Elle me dit, ouais, du coup, j'ai mon projet.
Je lui ai dit, t'en es où là, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, ouais, en fait, je termine le business plan. Je lui ai dit, mais attends, mais il n'y a pas de business plan à avoir. Ton business, là, ça va être un compte Instagram, un e-book, point. Et j'ai pas du tout dit ça en mode condescendant, ça serait quand même très culotté de ma part. Voilà, moi, Fortu Media, je me suis levé un matin, je vais documenter où ça, sur Insta, ok. Et c'est ce que j'avais raconté dans un podcast, tu vois, j'avais dit, bon, je vais parler de quoi? Bon, bah, d'argent, de finance, bon, bah, fortune. Et puis je vais créer du contenu gratuit, donc média, puisque je voulais pas mettre mon nom prénom. Bon, bah, Fortune Média, ce qui était très dur à dire et pas très beau avec le recul, tu vois. C'était déjà pris, et j'étais pas content que ce soit déjà pris. Je fais, bon, bah, Fortune Média, ce qui était beaucoup mieux tu vois, avec le recul. Et voilà, j'ai pas fait de business plan, de machin. Enfin, un business plan, c'est oui, effectivement, si tu veux faire une start-up, la valoriser, lever des fonds, obtenir des prêts, des machins, c'est beaucoup de bullshit, tu vois. Enfin, 90% des business que tu lances, surtout le premier business, t'as pas besoin de ça. Enfin, juste va sur LinkedIn, commence à publier, et puis vends ton truc, mets un lien Stripe, et puis voilà, quoi. Et c'est ça, c'est totalement ça. Et justement, on avait une petite question qui nous intéresse, c'est comment... est-ce que pour toi, c'est possible aujourd'hui de devenir riche ou même d'amasser beaucoup d'argent avec un état d'esprit un peu paresseux, c'est-à-dire qui va chercher en tout cas la méthode qui permet un peu de filouter ou de ce que justement avait dit Bill Gates à un moment où il disait moi je recrute que des paresseux. Est-ce que toi tu penses que c'est possible d'amasser en tout cas beaucoup d'argent ou même À court terme, oui. À court terme, oui, mais en fait, il y a forcément au bout d'un moment où il y a de la discipline. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est vraiment. Enfin, quand tu entends discipline, tu vois le mec qui bosse 12 heures par jour, qui abat, et je m'identifie pas du tout à ça, tu vois, je me reconnais pas du tout là-dedans. Mais effectivement, moi j'avais un ami, Tom, si tu regardes, qui a fait ça en fait pendant des années, c'est-à-dire qu'il a filouté. Pas filouté en mode légal et tout, quoi, juste. Petite chaîne YouTube, truc machin, on met un shop d'e-com derrière, puis après on arrête, et on relance ça, on fait un peu d'affiliation. Il a filouté. Et il gagnait bien, hein. Enfin, il a fait, je pense, 200K, même peut-être un petit quart de million, voire même 300K, je sais pas exactement, je lui demanderai, mais voilà, il a fait de l'argent sur 2-3 ans en filoutant. Donc c'était un paresseux, par exemple, je me souviens, en juin, il coupait tout, il fermait son ordi, il ne l'ouvrait plus, mais limite physiquement, Ouais. je pense qu'il l'a ouvert 2 fois durant tout l'été, et il faisait que les soirées quasiment tous les soirs. Et du coup, en fait, il recommençait à zéro dès septembre. Tout ce qu'il avait construit durant l'année, en fait, il shut down, parce qu'en fait, le business mourait, tu vois. Et il recommençait tout. Et du coup, c'était toujours ça, c'était de la débrouillardise, de la malice, et ça marchait bien. 300K en 3 ans, c'est pas dégueu, tu vois. C'est pas mal, oui. Et dès lors qu'il a trouvé son truc et qu'il s'y est mis vraiment, là, par exemple, dernier Black Friday, il a fait 125K en une semaine. Voilà. C'est pas dégueu. Beau chiffre. En construisant sa marque, en récoltant des avis clients, à côté, quoi. Il a pas fait genre 125K en mode braquage et terminé. C'est en mode un lancement parmi tant d'autres, 125K, des élèves satisfaits, une formation délivrée, machin. Et du coup, oui, tu peux faire de la thune en étant un peu filou, etc. Mais au bout d'un moment, il faut toujours consolider après, quoi. Ouais, c'est toujours pareil en fait. C'est soit tu veux faire quelque chose sur du long terme et tu fais quelque chose de sérieux, consolidé, etc. Soit tu veux prendre 500 000 et tu fais ton truc et terminé. Mais pareil, ça peut être une stratégie de filouter pour avoir le cash et l'impulsion de faire autre chose derrière, quoi. C'est-à-dire, bah voilà, moi je repense à ce que j'avais fait avec Mime. Donc c'est-à-dire quand j'avais découvert le programme d'affiliation, en gros j'avais dit à 450 mecs, voilà, vous passez par mon lien, vous devenez mes affiliés, et derrière vous recrutez des modèles, et moi j'allais prendre 5% de toutes les modèles. Globalement, tu vois, j'ai un peu abusé sur les méthodes marketing, tu vois, et ça a complètement dégénéré, les mecs envoyaient 200 emails par jour chacun. T'imagines, ils étaient 400, enfin c'était un massacre, toutes les meufs françaises recevaient des emails, et puis en plus ils se faisaient passer pour mime, machin, j'étais en mode, mais les gars, pas faire ça, tu vois. Et ça c'était de la filouterie, tu vois, et au final, du coup, quand j'ai vu que ça partait en couille, j'ai arrêté, je dis les gars, stop, machin. Mais par contre, du coup, cette petite filouterie, là, elle me rapporte encore 4 000 euros par mois. D'accord. De net, sur une micro à côté. Ça s'appelle le McDo, quoi. Donc voilà, ouais, ça s'appelle le McDo. Très bonne ref. Donc voilà, la filouterie, je la conseille pas, mais je comprends qu'au départ, ça peut être nécessaire, ça peut être un joli tremplin, quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et par rapport au... On en discutait un petit peu en off, mais il y a une espèce de mouvance un peu entrepreneuriale. On le voit même aujourd'hui avec l'émission Qui va être mon associé, qui était pas présent il y a quelques années. Comment toi, tu vois le paysage entrepreneurial français sur les prochaines années? Est-ce que tu vois qu'il y a même le rapport à l'argent qui a changé aujourd'hui, enfin qui est en train de changer petit à petit? Comment tu vois ce paysage entrepreneurial avec les années qui arrivent là?
Moi, je pense que tout ce qui était extrêmement facile à lancer, là, depuis 2015, il y avait quand même une certaine ruée vers l'or digital, où on a vu émerger les Yomi, les Théophile Hélier, les Fortumedia, enfin, les agences de prestations de machin, les formateurs, enfin, tout ce petit monde-là qui a eu une fenêtre de tir exceptionnelle, et si ce n'est même historique, c'est-à-dire qu'en termes d'élévation sociale, d'ascenseur économique, c'était du jamais vu dans l'histoire que des gens qui partaient d'aussi bas puissent arriver aussi haut. C'était jamais vu dans l'histoire. Et le souci, c'est que là, avec la concurrence, la réglementation de beaucoup de business, je pense notamment au dropshipping, l'IA, etc., tout ce qui était facilement accessible, que tout le monde pouvait lancer un petit peu, voilà, moi j'avais 16 piges, je vendais des sites web à 1K, tu vois, c'était exceptionnel. Tous ces trucs-là, ça va fermer, en fait, la fenêtre de tir se referme. Donc moi, je pense qu'en fait, on va retourner dans une forme d'économie aristocratique comme celle qu'on avait avant cette ruée vers l'or, et ça va être celle qu'on aura après. Il y aura une fenêtre de tir de 10 ans, 2015-2025, où n'importe qui ouvrait son ordinateur, se formait un peu, pouvait faire un business à 10K par mois. C'est encore le cas, mais pareil. Moi, là, je prône l'OFM, parce que c'est ma paroisse, parce que c'est mon métier, parce que c'est mon industrie, d'accord. Mais franchement, en toute transparence, c'est un des seuls derniers business où tu peux vraiment faire beaucoup de thunes et du coup t'élever économiquement, socialement, faire du cash, machin, devenir libre, où il n'y a pas encore d'énormes réglementations, d'énormes concurrences, et l'IA, vu que c'est un business de la relation, peut pas trop interférer et remplacer ça. Mais sinon, tout le reste, enfin, dropshipping, bon courage. Parce qu'avant, soyons nets, tous ceux qui ont fait beaucoup de thunes en dropshipping, bon là, je cite pas de nom, hein, mais soit il y avait de la fraude à la TVA, donc ce qui permettait une marge beaucoup plus conséquente, soit c'était de la vente de produits où en fait légalement ils n'auraient pas dû être en capacité de les vendre. Je pense notamment à un gros infopreneur qui a fait des lancements mirobolants et en fait il s'est retrouvé en procès contre des boîtes parce qu'en fait il a vendu des copies de leurs produits en se faisant un peu passer pour la marque en question. Donc en fait il y a une fenêtre de tir, elle est encore là. Je pense que si t'es très bon, que t'es très différent, je sais pas, sur LinkedIn tu peux te lancer dans une niche, enfin il y a toujours des exceptions et des trucs dans lesquels tu peux te lancer et faire du cash aujourd'hui, je vais pas dire le contraire. Mais tu sens que l'étau se resserre, quoi. Parce que, en fait, tout est plus contrôlé, tout est plus saturé, tout est plus concurrentiel, tout disparaît un peu à cause de l'IA. Donc, moi, à mon avis, on va revenir dans... même qui va être mon associé. C'est pas de l'entrepreneuriat digital. C'est des gens qui arrivent, qui pitchent leurs projets, qui lèvent des fonds. Et en fait, on revient dans un système un petit peu féodal où il faut venir se faire adouber devant le grand Tony Bourbon pour espérer peut-être avoir un petit financement, un peu de visibilité. Donc en fait, c'est l'inverse de l'entrepreneuriat ou du truc où tout le monde peut lancer son bise. C'est là, il faut se faire accepter par la chaîne télé, il faut venir, il faut pas que ça soit... Enfin, je pense que les discours de vente, ils doivent être millimétrés, tu vois. Et ouais, moi, ça me parle pas trop parce que tu vois, il y a eu un truc qui a buzzé récemment d'ailleurs de Bourbon, qui s'est levé à un moment et qui a dit moi je vais être le premier, j'ai la dalle, je vais tout péter. Et là tout le monde a fait il est super inspirant. Je fais alors attention, tu dis Bourbon, j'ai rien contre lui, le mec est très bon, il fait beaucoup de cash, machin, donc gros respect à lui. Mais il s'est quand même levé, il a dit je vais tout casser, je vais réussir. Et c'est ça l'exemple entrepreneurial français, tu vois. Donc bon, moi je suis beaucoup plus inspiré par un Niel qui, Niel, c'est l'exemple parfait du filouter au début et ensuite consolider, rentrer dans les clous, machin, etc. Bon, Anthony Bourbon, voilà. Et du coup, pour toi, c'est quoi un peu la clé pour développer, scaler un business ? Pareil, en fait, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse, d'accord. C'est ça, la question, c'est aujourd'hui, donc tu as ta formation OnlyFans Manager. Dans le prolongement, tu crées ton SaaS. En fait, on voit que tu es en train de créer tout un écosystème autour de ce business-là. Est-ce que pour toi, c'est la clé pour pouvoir scaler un business ? Ouais, parce que, en fait, si j'ai fait cette erreur à un moment, par exemple, c'est la formation marchait bien, la formation du coup OFM, etc. Et je me suis dit, je vais diversifier mes actifs. Et donc, j'ai racheté une marque de café, qui aujourd'hui, j'ai trouvé des associés, aujourd'hui, 2024, mars, j'ai des associés qui s'en occupent, machin. Mais en gros, il y a 1 an, j'ai acheté cette marque pour une demi-centaine de milliers d'euros, en gros. Me disant un peu naïvement, ça va être un business, voilà, c'est du marketing, c'est simple, je le mets en side, c'est délégué, c'est automatisé, ciao.
Et en fait, pas du tout, parce que c'est comme tout, c'est un métier, quoi, faut être bon. Donc en fait, j'ai galéré, j'avais pas du tout envie de m'occuper de la logistique, le café, alors, je suis amateur, mais je suis pas expert non plus. Et en fait, je me suis retrouvé avec un truc où j'ai galéré, c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais, parce que j'ai fait cette erreur de avoir Fortumedia, avoir tous les avantages comparatifs, les avantages concurrentiels un petit peu déloyaux que j'ai bâtis depuis 5 ans maintenant. Et en fait, au lieu d'exploiter ça, je me suis dit, bah, je vais me lancer dans le café, en e-com. C'est donc le truc que je maîtrise le moins parmi à peu près tous les business. Donc aujourd'hui, bon, ça va parce que j'ai trouvé des gens dont c'est le métier, qui sont excellents, qui ont d'autres boîtes, qui sont valorisées très cher, machin, qui s'en occupent. Donc voilà, j'ai réussi à rattraper mon erreur. Mais si c'était à refaire, je le referais pas. Parce que même si je suis très content de l'avoir aujourd'hui, en fait, ça aurait été vachement plus smart de commencer Demoiselle, mais j'avais pas encore eu l'idée, tu vois, dès ce moment-là. Parce qu'effectivement, bah oui, quand tu as déjà un business qui fonctionne et que tu veux diversifier ou scaler ou créer un écosystème, bah tu as le choix entre utiliser ce que tu viens de bâtir pendant 3 ans pour bâtir là-dessus, ou alors recommencer à zéro et faire tout un autre truc. Et en fait, bah, vu que la fenêtre de tir se referme, on en parlait juste avant, bah en fait, t'as 1000 fois plus de chances d'échouer, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup cette notion de créer un château et bâtir des murailles et des douves et ensuite mettre des archers sur les remparts, machin, etc. Et c'est un peu ce que tu fais quand tu bâtis un business, c'est-à-dire que tu crées des barrières à l'entrée. Tu vois, par exemple, les barrières à l'entrée que j'ai érigées avec Fortumedia, c'est la confiance, c'est les articles sur moi, c'est les avis Trustpilot, c'est la réputation, c'est l'audience, c'est les abonnés, c'est la trésor, voilà, ça c'est des barrières à l'entrée. Et du coup, bah, j'avais le choix, oui, effectivement, entre lancer un autre business sans exploiter tout ça, ou alors justement lancer un business mais en exploitant tout ça. Donc en fait, tu pars pas de zéro, tu pars à plus 500 en fait. Donc oui, bah, je me suis dit, bah, ok, là j'ai la formation numéro 1 en France de très loin pour les agences. Alors attention, parce que des fois quand je dis numéro 1 en France, t'as toujours un connard qui fait, oui mais lui il a 1200 élèves. Oui, mais avoir 1200 élèves à 20 balles, c'est facile. Moi, j'ai une formation à 1000 balles, tu vois. Donc, voilà, j'ai la formation numéro 1 en France. Toutes les agences me connaissent, me font confiance, sachent que je les ai pas baisés et qu'en plus, on leur offre les mises à jour, machin et tout. Bah, ce que je pourrais faire pour bâtir dans le prolongement, bah, c'est m'associer avec une meuf qui formerait des modèles. C'est ce que j'ai fait. Puis après, je me suis dit, bon, bah voilà, en plus, il y a l'affiliation Mime qui rapporte, donc je connais ça aussi, ok. Mais attends, mais ça pourrait être sympa de créer un événement, donc un séminaire pour rassembler tout ce beau monde. Voilà, j'ai créé un séminaire. Ah mais putain, là on a des modèles, des agences, et qui vont sur des plateformes qui sont pas à nous, et qui en plus sont pas optimisées. Ah voilà, on crée Demoiselle, tu vois. Et donc en fait, c'est 1000 fois moins douloureux. Enfin, Demoiselle, toi tu la crées demain, ça marche pas. Parce que peut-être que t'as pas la trésor, parce que putain, les développeurs c'est très cher. Mais surtout, t'as pas l'audience, t'as pas la confiance des agences, les agences te connaissent pas forcément, les modèles non plus, t'es pas assez dans le marché, entre guillemets, skin in the game, pour savoir exactement ce que les agences attendent, ce que les modèles veulent, et ce que les clients utilisateurs finaux vont vouloir trouver. Et en fait, tout ça, bah, moi je l'ai. En fait, ça, en termes de coût d'opportunité, mais je serais 6000 fois, enfin, je serais trop con de pas le faire, quoi. Parce que j'ai toutes les cartes en main, et c'est comme si je dis, oh non, je joue pas. Tu vois. Et justement, quand tu passes d'un business d'infoproduit à un business de SaaS, ça va être quoi les difficultés que tu vas rencontrer? Je pense notamment à la gestion d'équipe, aux zones tampons que tu es obligé d'avoir avec des développeurs, parce que c'est pas ton métier. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour surmonter ces difficultés? C'est une très bonne question. Déjà, on se rend compte que l'infoproduit, quand même, c'est facile. Bon, faut savoir vendre, faut créer de la confiance, machin, mais la création du produit est très facile en soi. Tu te mets devant une caméra, tu dis ce que tu sais déjà, tu montres ce que tu as fait. Bon, ça va. Et là, quand tu fais un SaaS, tu comprends ce que c'est de créer un vrai produit. Donc, ça coûte très cher, déjà. Il faut avoir les reins solides, parce que par exemple, Fortumedia, là, je gagne beaucoup d'argent, mais en fait, vu que j'investis tellement, qu'en fait, si on regarde le graphique là sur un an, je perds. Mais je perds pas, parce que c'est pas des coûts. C'était pas des coûts qui ont été nécessaires à la création de richesse. Il y a eu de la création de richesse, et derrière, il y a eu beaucoup d'investissements. Donc ça va, tu vois. Mais psychologiquement, déjà, il faut avoir les reins solides, d'investir un tiers de million en un an, tu vois. Bon, voilà. Et pas un tiers de million levé, un tiers de million de ta trésor perso, tu vois. Et ouais, il y a eu beaucoup de choses. Bah, déjà, la gestion des marges. En fait, on se dit, bah oui, bah, en fait, tu dis juste, je prends 20% et puis c'est tout.
Ah, mais du coup, faut un processeur de paiement adapté, qui sera forcément plus cher, qui va prendre non pas sur le hors-taxe, mais sur le TTC. Toi, t'as pas énormément de marge non plus. Si tu verses de l'affiliation, du coup, ça va prendre dans ta marge aussi. Comment est-ce que tu verses tout ça? Est-ce que c'est toi qui verses? Est-ce que c'est le processeur qui verse, machin? Comment est-ce que tu fais en sorte que le développeur comprenne la psychologie masculine de l'utilisateur final? Comment est-ce que tu fais en sorte que ce soit connecté? Que le processeur de paiement, quand tu payes, ça délivre, ça machin? Parce qu'en fait, on est tous habitués à utiliser Posia, System.io, donc nous, c'est facile. Mais c'est d'une complexité, mais énorme. Comment on fait aussi pour protéger le contenu? Le clic droit, le screenshot, comment on fait pour empêcher ça? En fait, t'as 1000 problématiques, et là, tu comprends ce que c'est de créer un vrai business. Mais pareil, c'est un business où t'as des barrières à l'entrée, là, qui vont être phénoménales. Donc, en termes de valorisation, ça va être intéressant. En termes entre guillemets, peu de concurrence, ça va être intéressant. Mais en fait, t'apprends un tout nouveau métier, quoi. Enfin, moi, manager, c'est pas du tout dans mes cordes de base. Et là, t'as 10-12 personnes, en fait. Et ce qui m'intéresse justement de savoir, c'est, et quand on passe d'un business comme ça, d'infoproduit, à un business de valorisation, c'est quoi qui va changer concrètement, en fait? Que ce soit dans la communication ou même dans la création, qu'est-ce qui va changer par rapport à justement ce business où t'avais pas, enfin, Fortumedia, tu cherchais pas une valo avec Fortumedia, parce que c'est un business de personal branding, c'est très compliqué à vendre. Aujourd'hui, Demoiselle, tu viens chercher une valo avec peut-être une intention d'exit plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui change concrètement quand on veut un business à valorisation? Toute la partie économique, en fait. Parce que Fortumedia, moi, c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, faire du cash. Et en fait, je suis dépendant, j'étais dépendant de Fortumedia pour payer mes courses, pour payer mes Airbnb, pour payer mes voyages, pour machin, quoi. Donc, c'est pas du tout la même logique. En fait, tu fais du cash pour toi. Même sans trop de but, donc en fait t'as fait 60K, t'enlèves les taxes, c'est ce qui rentre, c'est cool. Là, le but, enfin moi Demoiselle, je vais pas prendre de salaire dessus, quoi, je m'en fous. Tout ce qui va être généré, je vais le réinvestir dans des équipes. Pareil, c'est un business qui va être vachement indépendant de moi en termes de temps, de choses à faire, etc. Donc en fait, ça change absolument tout. Parce que tu vas être en mode, ok, je réinvestis limite chaque euro dans la plateforme, je mets des gens, parce que Fortumedia, personne ne peut se foutre derrière une caméra à ma place et parler. On n'est pas encore à ce stade dans l'IA, tu vois. Et puis même, j'ai envie que ce soit mes idées, et puis en fait, le but d'un personal branding, c'est que les gens te connaissent et t'aiment toi. Et donc en fait, là, pour le coup, j'ai utilisé mes avantages comparatifs dont on parlait tout à l'heure, mais par contre, je réapprends tout de zéro, quoi. Mais tout de zéro, même le modèle économique, la gestion des marges, le réinvestissement, le machin. Donc pour le coup, c'est passionnant. Mais par contre, tu penses plus tout de la même manière. Parce que t'es plus là dans ton intérêt. Fortumedia, voilà, c'est faire du cash pour que moi, je vive bien. T'es dans l'intérêt de la boîte, du produit, de ton bébé, en fait. Et c'est très intéressant. Trop cool. À quel niveau aujourd'hui t'es investi dans tes business? C'est-à-dire que t'as 2 gros business principaux. T'as ton business d'infoproduit avec ta vente de formation FM. T'as ton SaaS. À quel niveau tu délègues et à quel niveau tu investis? Est-ce que tu vas être focus un peu plus ou beaucoup plus sur ton business d'OFM, enfin ton business d'infoproduit, ou est-ce que tu es focus sur ton SaaS et tu viens déléguer? À quel niveau tu délègues tes 2 business? Demoiselle, en fait, je suis plus comme mon associé, en fait. C'est-à-dire, on est les cerveaux en mode il faut ça. Et ensuite, en fait, on fait pas d'exécutif. Moi, je touche très très peu la plateforme, en fait, tu vois. Je suis pas en train de coder, de changer les mots, de machin. Donc, moi, tout est très délégué, mais par contre, faut anticiper les problèmes, faut trouver les logiciels, les plugins que tu utilises, les partenaires bancaires, les machins. Donc, il y a très peu d'exécutifs. Et ce qui est quand même satisfaisant, c'est que Demoiselle, je sens que je pose une brique, la brique reste, elle est posée, et toutes les briques que je vais rajouter, ça va venir par-dessus. Ce qui est l'inverse un peu d'un business de relation comme Fortumedia, où tu mets une brique, un reel c'est une brique, où tu sais que la brique elle a coulé dans le sable mouvant et tu la vois plus jamais. À moins qu'elle pète, on sait pas pourquoi, dans 3 semaines, tu vois. Donc tu as ce côté-là bien plus satisfaisant de ce côté bâtisseur de quelque chose qui est indépendant de toi, donc Demoiselle, et ce côté plus artiste de je fais des mails, je fais des formations, je fais des lives, etc. de Fortumedia. Mais du coup là, je dirais que 80% de mon temps
c'est Fortumedia, et 20% de mon temps, c'est Demoiselle, mais 80% de mes capacités cognitives, c'est Demoiselle, et 20% Fortumedia. Parce qu'en plus, Fortumedia, je sais faire. Enfin, c'est comme un artiste qui fait sa plus grosse chanson pour la 120e fois en concert, c'est bon, il sait tout, il sait qu'il y a le bac là, il sait que là, il doit faire ça c'est naturel. Moi, Fortumedia, c'est ça, quoi. C'est les reels, les stories, parler avec les agences, créer du contenu, machin. Ça me prend du temps, parce que je peux pas vraiment le déléguer en soi. J'ai pas forcément envie de le déléguer. Et je pense que ce serait une erreur de le faire. Mais par contre, c'est très naturel pour moi, quoi. Demoiselle, ça me prend peu de temps en soi, mais par contre, en fait, c'est du decision making, quoi. Mais du coup, là, on verse de l'affiliation ou pas? Parce que là, en fait, peut-être que cette décision, ça transforme tout ton business. Parce que d'un côté, tu descends ta marge, mais de l'autre côté, tu multiplies potentiellement le nombre de créatrices, parfois 5. Donc, en fait, c'est plus des décisions. Ok, ouais, C'est pas du tout le même procédé, la même forme de travail, en tout cas. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Et tu te bases sur quels critères pour t'associer avec quelqu'un, pour collaborer, pour t'entourer globalement? Déjà, ça a tous été des clients à moi. D'accord. Que ce soit sur la boîte Olympe, qui est une boîte de coaching qui fait entre 15 et 25K par mois, donc avec Candy, c'était un de mes élèves, et puis je sentais que le mec était vraiment bosseur à fond, qu'il était loyal, que c'était pas un enculé, quoi, donc je me suis dit pourquoi pas. Maxime sur Demoiselle, pareil. Lui, il est très très smart, en plus c'est le meilleur en France, dans le FM, c'est Max, quoi, le meilleur concrètement. Lui, il vend pas de formation, etc., mais c'est le big boss de l'EFM, tu vois. Donc non, franchement, c'est la compétence, la capacité de travail et la loyauté, quoi. D'accord, donc tu primes quand même sur ton écosystème que tu avais avant, dans ton entourage, les gens avec qui tu avais pu travailler. Bien sûr. En fait, c'est toujours l'avantage, c'est que moi, je m'associe, à part sur Coffee Avenue, la boîte de café, ça m'est jamais arrivé de m'associer avec des gens que je connaissais pas. D'accord. Ça a toujours été des clients, et tu vois, Max, on s'est associé en décembre, là. On se connaissait depuis l'été 2021, tu vois, donc ça a mis quand même du temps. Ouais, ok, ouais. Pour revenir un petit peu sur Demoiselle, on en a discuté, tu as un petit peu évoqué les avantages, sur quel feedback tu t'étais basé. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les avantages, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les agences, que va avoir un SaaS comme Demoiselle par rapport aux autres sites, par rapport aux autres sociétés, par exemple OnlyFans, quoi. Ok, je peux te faire une petite liste, hein. Tu me fais faire ma pub, donc moi j'adore. Donc comme je disais, déjà la commission est légèrement moins chère, tu vois, on passe de 20/25 pour certaines plateformes à 18, donc c'est quand même sympa. Ensuite, t'as plein de petites fonctionnalités qui, pour des gens qui connaissent pas forcément le milieu, vont être anecdotiques, mais qui, dans la vie de tous les jours du modèle d'une agence, c'est une épine dans le pied folle, tu vois. Donc par exemple, la modèle, elle a souvent pas envie de partager ses identifiants personnels avec l'agence. Enfin, tu vois, même si tu travailles avec un prestataire de montage vidéo, est-ce que tu es à l'aise à l'idée de donner tes mots de passe Insta? Pas forcément, tu vois, donc on comprend tout à fait. Donc ce qu'on a fait, c'est que par exemple, la modèle, pour inviter une agence, c'est depuis son espace membre, elle dit ajouter une agence, collaboration, machin, telle agence, tac, 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 elle a accès à ça, elle fait OK, et l'agence, qui a forcément un profil Demoiselle, reçoit la demande de la modèle qui dit, voilà, on va collaborer, et si les deux acceptent, ils mettent leur contrat. Donc comme ça, on fait aussi tiers de confiance pour savoir combien ils prennent, si tout est carré, si évidemment la modèle est majeure, il faut aussi vérifier ça. Et une fois que c'est accepté, l'agence a accès au DM, au feed de la modèle, sans qu'elle ait eu à partager ses identifiants. Et si jamais elle veut arrêter pour X ou Y raison, tac, en 2 trucs, ça retire l'agence. Mais l'agence ne sera pas lésée pour autant, parce qu'en fait, ça aura automatiquement calculé que juste avant qu'elle ait appuyé sur retirer l'accès, en fait, les commissions auront été calculées, donc l'agence sera bel et bien payée. Parce que par exemple, ça, c'était un truc extrêmement chiant qui l'est encore pour les modèles. C'est que la modèle, souvent, elle est en auto-entreprise, elle commence. Donc, elle génère 10K sur un mois avec son compte OnlyFans. Qui reçoit l'argent? Tu laisses les 10K aller à l'agence que tu connais pas, qui est peut-être à Dubaï. Moi, je le ferais pas. Ou alors, t'encaisses la totalité en tant que modèle, mais si tu te prends un contrôle dans 2 ans, t'es morte parce que tu vas pas le faire, mais t'aurais dû déclarer 10 000 euros et être imposé à 22% sur 10 000 euros. Et toi, tu vas dire, non, mais j'ai versé 5 000 euros à l'agence, donc je déclare que les 5 000. Sauf que légalement, tu vas avoir un problème, quoi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est
les modèles, les agences peuvent dire bah oui, on consent à ça. Et nous, du coup, ils ont juste à nous dire quels sont les pourcentages de chacun. Et à la fin du mois, on fait 2 virements en fait. Donc un virement à l'agence, un virement à la modèle. Comme ça, il n'y a pas de problème de double imposition, faut essayer de filouter pour pas se faire taxer à mort, etc. Et en fait, on a plein de fonctionnalités comme ça, tu vois. Donc je pourrais te dire que, je sais pas, l'agence, elle va voir exactement le chatter, combien est-ce qu'il a généré, pour combien il a vendu. On peut limiter les permissions des chatters. Les agences, les modèles ont accès à une application gratuite pour recevoir leurs notifications de paiement avec le petit bruit tchatching des Shopify et suivre leurs revenus. En fait, on a franchement énormément de trucs. On essaye là de mettre le Apple Pay. D'accord. Alors, si on y arrive, c'est formidable. Bon, c'est forcément des restrictions vu l'industrie, mais c'est possible qu'on y arrive dans quelques mois. Donc voilà, en fait, on essaye juste de faire en sorte que pour l'utilisateur final, bah, ça soit agréable. Tu vois, par exemple, nous, on n'a pas mis white, on a mis que le mode black, le mode sombre. Parce que t'imagines, le chatter sur OnlyFans, ça lui crève les yeux la nuit avec OnlyFans en blanc, machin. Nous, on a fait un truc voilà, un peu intimiste, pourpre et noir. Donc le mec, il peut directement se connecter sur Demoiselle, parler à sa modèle. Enfin, c'est beau. Tu vois, en fait, on a essayé de juste rendre ça plus lucratif, plus sympa et plus simple pour tout le monde. D'accord. Ok. Vas-y. J'avais une question moi un peu personnelle. Tu vois comment, toi, l'avenir de ces plateformes, OnlyFans, Mime Bah, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, donc je regarde les chiffres. Oui. Et bon, voilà, OnlyFans, ça vaut 18 milliards, par exemple, tu vois. Oui. C'est énorme. C'est énorme, bien sûr. Et en fait, les chiffres de OnlyFans, donc, qui sont assez représentatifs de l'industrie, ne font que monter, parce qu'en fait, ça se démocratise vachement. Il y a des choses voilà, qui prennent du temps. Par exemple, il y a 20 ans, ou même encore 15 ans, personne n'osait dire qu'il consommait du contenu adulte. Oui. Tu sais, il y a un moment, il y avait un vrai tabou. c'est un truc mais tabou de fou. Et aujourd'hui, même tu fais des micro-trottoirs et tout, mais tout le monde dit bah oui, ça m'arrive, bien sûr. Ouais, moi, je suis à c'est 5 bien. cette semaine. Tu vois, non, mais en fait, c'est devenu OK, complètement OK. Parce qu'en fait, peu à peu, on efface les racines un peu religieuses ou les valeurs religieuses. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas mon rôle d'en juger, tu vois, mais de plus en plus, voilà, les mœurs deviennent de plus en plus légères. Ça s'atténue. Ouais. Et donc, voilà, auparavant, aucune femme n'aurait assumé faire du porno ou être sur ces plateformes-là. Et c'est Adé Laurent qui disait, ouais, mais aux États-Unis, notamment à Miami, mais ça devient extrêmement commun. C'est limite, t'es surpris quand tu parles à une fille jolie et qu'elle n'a pas OnlyFans ou Mime, quoi. Tu vois? Ouais. Donc ça se démocratise de plus en plus. La demande, pareil. Tout le monde dit, oui, mais moi, je paierai jamais pour ça. Oui, mais en fait, comme les gens détestaient payer un abonnement auparavant, ils voulaient acheter le CD, le film, machin. Donc, tu payes Netflix. Parce que c'est plus simple. Et t'es habitué de plus en plus à payer pour du contenu, tu vois. Que ce soit Prime, machin. Et donc, en fait, les gens, d'un côté, s'habituent à l'existence de ces plateformes, savent que ça existe, donc ça fait énormément d'awareness, sont habitués et sont tout à fait OK, en tout cas de plus en plus, à payer pour ça. Et on a les modèles qui se multiplient, les agences aussi. Donc pour moi, c'est une agence c'est une industrie, pardon, qui explose. Mais ça fait partie de l'explosion de la créateur économie. Tu vois, t'as de plus en plus de formateurs, de coachs, de machins qui gagnent relativement bien leur vie. Bah forcément, le X, alors ça déplaît à beaucoup. Mais oui, ça fait partie de la créateur économie, quoi. Donc moi, oui, je vois bien dans 5-10 ans que ça soit 5 à 10 fois plus gros que maintenant, quoi. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire que tu as dit il n'y a pas longtemps en podcast. Tu vas notamment mettre je sais pas si c'est encore d'actualité, mais tu vas mettre les flammes sur Demoiselle. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et est-ce que tu t'inspires justement des différentes plateformes, Instagram, Snapchat, tu vas retrouver des choses qui sont... Je copie tout, moi. Mais en fait, voilà, c'est que personne va te dire ça, tout le monde va dire ouais, moi j'ai trouvé l'idée tout seul, en fait, je suis vachement original. Non, moi je suis en mode le marché parle, écoute. Donc, comme Mark Zuckerberg, il a vu Snapchat, il a dit ouais, je vais vous acheter. Snapchat a dit non, il a fait ok, je vais vous copier. Il fait ça à chaque fois, tu vois. Pareil, il voulait racheter TikTok, TikTok a dit non, ok, on va prendre votre feed et vos reels. Voilà. Donc moi je fais pareil, par exemple, dans le business qu'est l'OFM, il y a les extensions. Parce que vu que Mime et OnlyFans sont pas foutus de provide des statistiques et un environnement sympa pour les modèles et les agences, il y en a qui créent des extensions que tu connectes à Mime OnlyFans pour avoir plus de fonctionnalités. Et par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce que toutes les extensions proposaient.
payant, évidemment, pour chaque modèle. Hein. Donc, tu vas payer peut-être 250 balles par modèle par mois. C'est un budget, tu vois. En plus de ce que prend Mime OnlyFans en commission. Du coup, nous, on a tout vu, on a fait, c'est bien. Et ben ça, on prend, ça, on copie, ça, on met sur Demoiselle, ça, on le met aussi, ça, et on met tout ça gratuit. Et on est moins cher. Donc en fait, tu disruptes le marché d'une violence énorme. Et oui, bah, en fait, il y a 2 batailles à gagner, je pense, moi, pour Demoiselle. Il y a la bataille rationnelle du j'envoie un fan sur Demoiselle, ça me rapporte plus que si je l'envoie sur OnlyFans, parce que la commission est moins chère et parce qu'on a tout structuré en termes d'UX, de fonctionnalité, pour que le mec dépense plus. Et la bataille irrationnelle de être sur Demoiselle, c'est stylé. Être sur Demoiselle, ça veut dire qu'on t'envoie un pourboire, bah t'as pas à te connecter au dashboard pour voir qu'en fait on t'a envoyé un truc et t'as un vieux graphique bleu dégueulasse comme OnlyFans sur du blanc, ça te pète les yeux. Non, c'est ta petite notif de paiement, nouveau pourboire 200 € avec une petite flamme. Et t'entends tchatching. Et en fait, c'est tout con, mais la bataille irrationnelle, ça se traduit aussi par des flammes. Par exemple, sur OnlyFans, quand le mec il envoie un pourboire, c'est envoyer un pourboire. Ouh, super. Non, ce qui fait par exemple que les viewers rincent leur streamer préféré sur Twitch, c'est que leur nom va apparaître, qu'ils vont se faire remercier, qu'ils vont se sentir valorisés, machin. Ben voilà, ce qu'on a fait sur Demoiselle, c'est que quand le mec il envoie un pourboire, ça dit pas envoyer un pourboire, ça envoie une case avec des flammes, des machins, des trucs, et le mec il est en mode, en fait, il faut gamifier. Et gamifier, c'est le truc qui change tout. Aujourd'hui, en tout cas, je pense en 2025, c'est quand tu gamifies un truc, vu que les gens deviennent des singes, avec TikTok, la dopamine, le machin, faut que ce soit marrant, quoi. Et pareil, moi, c'est ce que je disais, c'est Stripe, c'est pas le meilleur processeur de paiement du tout, en termes de délai, de frais, de machin. Pourquoi je reste dessus ? Parce que je sais que j'ai un côté singe, et que quand j'ai mon truc de plus 5000 sur Stripe, mon cerveau, voilà, il me pisse dans le cerveau, je le sais, je suis OK avec ça, et j'en redemande parce que, voilà, en fait, la petite notice de machin, c'est trop satisfaisant. Et donc voilà, c'est les 2 batailles à gagner, et notamment, voilà, les flammes. Les flammes, comme sur Snap, où tu lui parles 10 jours d'affilée, vous avez 10 flammes, le 11 jours, tu connectes pas, tu perds les flammes, la créatrice est triste, tu culpabilises, t'envoies un pourboire, ça fait des flammes, la notice, tu vois, en fait, c'est un écosystème. Trop fort. Trop fort. Et c'est peut-être bête ce que je vais dire comme question, mais est-ce que on peut retrouver sur Demoiselle un abonnement un peu comme Netflix et où derrière tu payes peut-être 20 € par mois et tu as tout un catalogue de modèles et tu peux... Non, c'est pas possible. Bah non, enfin, ça c'est du communisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du business de l'exclusivité. Ouais, non, bah oui. Netflix, c'est l'inverse de l'exclusivité. C'est on a tout, venez, c'est une façon, tu vois. C'est ça. Non, mais pareil, comment est-ce que c'est tous les problèmes qu'ont les plateformes du style Spotify, machin. Comment est-ce que tu reverses quoi à qui ? Est-ce que Ruby Nicara, par exemple, ou ne citer qu'elle, tu vois, elle va être contente de voir qu'en fait, pour 20 balles, dont elle recevra seulement 10%, peut-être, en fait, pour avoir son contenu, Ah non, puis en plus, je pose cette question, mais je me rends compte que la base des business OnlyFans, etc., c'est créer le lien avec la modèle. L'exclusivité. C'est ça, donc au final, c'est complètement nul. Ok. Donc par rapport à justement Demoiselle et Fortu Media, en fait, donc avec le temps, tu as vachement évolué. Aujourd'hui, j'ai l'impression, même on a l'impression, que tu passes vraiment un step dans l'entrepreneuriat avec Demoiselle. Est-ce que tu as plusieurs steps comme ça que tu veux passer C'est quoi le step d'après, en fait, après Demoiselle ? Pour être très honnête, j'en sais rien en fait, parce que moi, Demoiselle, c'est mon projet. Par exemple, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de l'immobilier en ce moment ? En plus, je parle tout le temps de levier bancaire et tout. Je dis, mais parce que je sais et je reconnais que j'ai pas la capacité à avoir un focus qui est illimité, quoi. Et moi, je sais que je suis très mauvais à faire plusieurs choses en même temps. Fortu Media et Demoiselle, ça va parce que c'est très cohérent en fait. Fortu Media, je parle de Demoiselle. Demoiselle, je me base sur ce qu'il y a de Fortu Media. Enfin, j'ai pas à changer de casquette. Et là, l'immobilier, par exemple, je sais que je pourrais pas. Tu vas me dire, attends, alors là, en fait, j'oublie mon projet qui peut m'apporter 10 millions. Ok, alors l'appartement, alors s'il y a une fuite d'eau, pas maintenant, tu vois. Pour moi, c'est franchement pas maintenant. Et moi, j'ai eu en gros 3 steps. C'était quand j'étais anonyme, quand j'ai fait le face reveal, que j'ai fait des événements, que j'ai commencé à investir dans des projets et machin. Et là, j'ai l'impression de devenir... En fait, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que j'ai encore trop l'étiquette du formateur, alors que, j'ai Demoiselle, j'ai de l'affiliation, j'ai des parts dans plein de boîtes, machin, mais j'ai toujours l'étiquette de formateur. Et Demoiselle, c'est aussi une manière de dire, bon les gars, vous êtes bien gentils, vous m'avez collé l'étiquette, voilà, j'ai fait ça maintenant.
et de m'en séparer aussi un petit peu, tu vois. Mais franchement, là, c'est mon projet pour les 5 prochaines années, Demoiselle, tu vois. Enfin, je pense. Peut-être qu'on fera un podcast dans un épisode 2 dans un an, je vous dirai l'inverse. Ouais, parce que voilà. ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, même si par exemple, on en parlait tout à l'heure, mon objectif, oui, à terme, c'est d'avoir une valorisation, mais actuellement, je pense même pas à revendre, tu vois. Enfin, c'est même pas une question. C'est en mode, comment est-ce qu'on crée un truc qui a de la valeur, qui marche, qui a une marque, que les gens connaissent, etc. Et donc, pour revenir là-dessus, en fait, t'as vendu énormément de formations, t'es passé dans l'école du monoproduit, ce qui te sert justement à pouvoir te créer une identité, à passer de cette école en ligne à vraiment un Manoa. Aujourd'hui, t'as ce business d'OnlyFans Manager. Est-ce que si t'avais pas eu cette fenêtre de tir justement avec ce business OFM, tu aurais quand même cherché à avoir un business de monoproduit? Est-ce que tu avais des pistes ou parce que tu postes une story il y a plusieurs mois, presque peut-être même un an, où tu dis je cherche des personnes avec un business atypique. Est-ce que c'est en rapport justement avec ce monoproduit? Est-ce que tu sais que le business atypique et ton image clivante, ça va pouvoir matcher? Comment ça se passe? C'est ça en fait, c'est que j'étais dans cette roue un peu infernale de trouver des enseignants, créer une opportunité, créer de la hype, créer un produit, le rendre carré, complet, machin, le vendre. Et en fait, c'était une rat race de l'infopreneuriat, tu vois, je faisais la même chose 2 semaines après. Donc c'était bien en fait. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais eu le cash pour investir dans le crayon, pour créer Demoiselle, pour faire les événements, etc. Donc c'était très bien, mais pas de branding, pas trop de positionnement, ça fait vraiment vendeur de poissons pour le coup. Et c'est là où j'ai vu que le marché était en train de changer, parce que ça avant c'était totalement ok, tu vois. T'as des mecs qui vendaient 25 e-books différents, personne ne disait rien. Mais avec l'évolution du marché, c'est devenu mal vu, et ce que je peux comprendre en fait, parce que oui, si tu crées 20 produits en un an, tu portes pas la même attention à chaque produit que si t'en as qu'un seul, quoi. Et donc lorsque je découvre l'OFM via un mec qui me contacte et qui me dit je vis de ça, machin, on en fait une formation, en plus ça allait parfaitement avec le côté clivant, controversé de Fortune Media, un peu border, etc. La formation marche très bien, on en fait une deuxième, rien que sur l'affiliation MIM et le management OnlyFans, ça cartonne encore plus. Et là je me dis oui, mais en fait, les gens ils commencent à me dire c'est le gars d'OnlyFans. En fait je me dis putain, peut-être ça en fait. Et du coup je cherchais un peu mon truc, pendant longtemps ça a quand même été Instagram, mon cheval de bataille, mon fer de lance. Sauf qu'en fait, c'était quand même très répandu, c'était un petit peu lisse. Et pareil, faut toujours bâtir un produit, une offre, qu'elle soit Google-proof. Et mine de rien, c'est comme Bulletproof, mais pour les gogoles, quoi. Ouais. J'ai vu que tu n'étais pas sûr de ce que je venais de dire. Ce qui veut dire que Instagram Empire, par exemple, c'était la formation Instagram, elle était excellente, mais ça demandait trop de neurones pour réussir et faire du cash. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, fallait être assez fin psychologiquement pour créer de la relation, fallait faire des reels quasiment tout le temps, fallait faire des stories, fallait trouver un produit à vendre, fallait faire une zone tampon pour capter le lead, donc email, newsletter, c'était un business beaucoup de compliqué, vraiment, où en fait, ceux qui ont réussi avec Instagram Empire, ils ont extrêmement bien réussi. Des mecs qui ont 100K, qui aujourd'hui font des 30K par mois de bénéfices, truc de folie, mais ils sont peu, parce que c'était pas Google-proof. L'OFM, c'est Google-proof parce que en fait, tu viens dans la formation demain, on te forme pendant 7 jours, on te montre comment trouver une modèle à coup sûr, le contrat à signer, on te le donne, donc tu as juste à compléter avec tes informations, et derrière, la meuf, tu l'as fait s'inscrire sur les plateformes, ou alors elle est déjà inscrite, tu lui dis de faire ces reels-là, tu fais ça, en fait, il y a beaucoup de copier-coller, et de A plus B. Et il n'y a pas tu trouves une niche, ensuite tu trouves une newsletter, tu trouves un nom pour la newsletter, tu écris tous les jours. C'est compliqué, quoi. Et donc là, en fait, l'OFM, ce qui est génial, c'est que c'est Google-proof. Tu vois ? Oui. Simplifié au possible. C'est ça. Oui. Et en fait, on se rend pas compte à quel point de faire du Google-proof, c'est dur. Par exemple, Mark Zuckerberg, il a dû se lever un matin en disant comment je vais faire le réseau social numéro 1 au monde, donc Insta, sachant que 3/4 de mes utilisateurs, ça va être des décérébrés complets, tu vois. Ça va être des gogoles. Comment est-ce que je fais pour qu'ils ouvrent l'appli, que ça soit simple ? Et en fait, la simplicité, c'est super dur. Créer une interface, je sais pas, simple, c'est très dur. Un truc... Créer un truc intuitif, c'est d'une complexité, en fait, énorme. Parce que tu sais jamais ce que le gogol d'en face va penser, tu vois. Donc, Google-proof, ça allait bien avec mon image. C'était une fenêtre de tir parce que personne n'était dessus. C'était nouveau, mais vraiment nouveau.
Et ça me plaisait en fait. Ça me plaisait parce que voilà, c'était subversif, un peu controversé, on s'ennuyait pas. Bon, voilà, franchement, je vois des mecs sur LinkedIn obligés d'être en mode oui, alors en fait, machin, faut faire du SEO éthique. Et on se fait chier quoi. Enfin, t'imagines ta vie, c'est vendre des sites web éthiques, machin. Oh là là, non. Ah, horrible, Ah, horrible. non. Horrible. Et est-ce que vous allez justement là sur Demoiselle chercher à avoir une interface la plus, on va dire, simple possible pour l'utilisateur? Non, la plus compliquée. Oui, bien sûr. Bah oui, mais ça a été super dur parce qu'en fait, il y a un moment où, je me rappelle, on se connecte tous sur le Google Meet, tu vois, donc il y a un partage d'écran. Ouais. Et là, sur la maquette, bah du coup, on avait les landing pages. C'est bon, on était content. Et là, le mec qui fait la maquette, il fait bon, bah maintenant il y a ça. Et là, du coup, c'est quand tu es connecté à la plateforme. Et là, du coup, il y avait un écran noir. On met quoi? Où? Et en fait, créer de l'UX de rien, t'es en mode, tu mets un feed là, et puis ensuite, tu mets ça là. Ah oui, mais non, tu peux pas mettre ça là, parce qu'il y aura ça là. Ah ouais, tu le mets ici. Bah non, parce que là, il y a ça. Tu le mets au-dessus. Ah, mais c'est pas du tout. Et en fait, c'est super dur. L'UX, c'était super dur. Mais c'était très stimulant, et là, on arrive à un truc qui est franchement bien, quoi. Par exemple, on a eu ce challenge de l'agence qui a plusieurs modèles, comment est-ce qu'elle bascule d'une modèle à une autre, et que ça soit clair, et que ça soit simple, et qu'ils puissent s'y retrouver. Tu vois, imagine, tu as 10 modèles dans ton agence, comment tu fais pour pas t'y perdre, les stats, comment tu connectes, et machin. Mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnellement stimulant. Trop bien. On va passer à la dernière partie de ce podcast, des questions qu'on pose un peu à tous les invités. Je vais commencer. T'as une rencontre qui t'a marqué dans ta vie? Quelqu'un en particulier? Dans ma vie, non, j'ai des rencontres de l'année, quoi. J'ai 2-3 personnes souvent qui me marquent chaque année, quoi. Mais une rencontre dans ma vie, je trouve ça fait Ou dans le business, en tout cas, tu t'es dit... Tu t'es dit, celle-ci, elle m'aura permis soit de passer à autre chose. Moi, je suis pas du tout dans le truc d'idolâtrer quelqu'un, tu vois. Donc, en fait, si je te dis ça, en fait, il y a une petite dizaine de personnes, quoi. Ouais, donc t'en as un, le tout premier entrepreneur que j'ai rencontré quand j'avais 15 piges, qui est devenu un très bon pote à moi. Un autre ami que j'ai rencontré en 2020 qui m'a vachement apporté sur le côté... en fait, déjà, qui m'a expliqué pourquoi rester en France, c'est rentable sur le long terme. Comment ça fonctionne une société, enfin, c'est le principe de charge, de machin, la fiscalité, machin, tout ça. Il y a aussi Antoine BM qui m'avait beaucoup apporté, même si on se connaissait pas à l'époque, tu vois, à travers ses formations aussi. En marketing, j'ai eu plein d'influences En fait, tu vois, il y a énormément de gens, en fait. C'est ça, en fait, je pense que toute ta carrière, tu rencontres une personne à chaque fois qui te fait évoluer sur un projet, sur quelque chose. Et ok, trop cool. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé qu'on te pose sur ce podcast? Tu t'es dit, tiens, ça aurait été intéressant de parler de ce sujet ou de rebondir là-dessus, une question par rapport à que ce soit Demoiselle ou autre? Y a des sujets que j'aime bien aborder plutôt. On en parlait en fait en off juste avant. C'est marché, relations homme-femme, machin, ça c'est intéressant, mais ça aurait fait doublon puisque j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc dont j'aime parler de base. Mais non, mais franchement, c'était cool parce que Demoiselle, c'est vraiment le truc dont je veux parler. Donc là, toutes les questions en plus c'était à moitié sur Demoiselle. Donc c'était le but, ouais. C'était le but. Comme on en parlait en off, nous on a vachement regardé un peu les podcasts et le but c'était pas de te poser les questions habituelles. Tu viens d'où, tu fais quoi, etc. Ton parcours. Ouais. Et aujourd'hui, l'actualité avec toi c'est Demoiselle. Donc le but c'est vraiment de travailler autour de Demoiselle, de connaître un maximum la plateforme et de la faire connaître aussi et de pouvoir t'exprimer là-dessus parce que j'ai eu l'impression que tu n'as pas trop eu la possibilité de t'exprimer, en tout cas le maximum sur les derniers podcasts ou sur toutes les apparitions que tu as fait en tout cas sur les réseaux. Et donc c'était vraiment le but de pouvoir justement parler de ça. En fait, j'ai pu en parler un petit peu dans des épisodes récents, mais pareil, en fait, je crois que c'était en décembre qu'on avait tourné ces épisodes-là. Donc en fait, ils avaient quand même mis un mois à sortir en plus. Donc en fait, je me suis retrouvé à faire la promotion en janvier d'un truc qui datait déjà de décembre. Donc en fait, là, ça m'a permis aussi de balancer pas mal de petites actus, des trucs qu'on a bossé depuis. Et enfin là, ça sort dans 2 semaines, quoi. Ouais. Donc on ne s'est pas du tout au même stade. Que là, il y a juste 2-3 petits bugs qu'on fixe, 2-3 trucs, 2-3 tests, machin.
notamment sur... Là, on est même plus sur la plateforme et les fonctionnalités. Là, c'est bon, ça c'est fait. On est sur quel plugin pour gérer le support client, quel logiciel pour gérer la compta. C'est ça nos problèmes là. Donc, non, c'est super cool. Ok, bah le podcast sortira pas dans un mois, t'inquiète pas. Il devrait sortir très, très, très rapidement. Bah oui, parce qu'en plus, quand il y a un délai, je sais même plus ce que j'ai dit. Oui, quand j'en fais la promotion, je dis allez voir, c'est super. Mais je sais plus ce que j'ai dit, tu vois. Donc, trop cool. Alors, autre question, t'as un conseil que t'aurais aimé qu'on te donne plus jeune ou avant de démarrer tes business? Ouais, généralement, quand tes proches te disent que c'est bien, c'est que ça l'est pas. Et quand ils disent que ça l'est pas, ça l'est. Moi, la seule fois où mes parents ont fait « Ah, ça a l'air génial », c'était quand j'ai racheté le site de café, le truc qui m'a le plus fait chier, qui m'a le moins rapporté jusqu'à maintenant. Donc, pareil, tu vois, enfin, moi, tous les conseils que j'ai eus, aussi bienveillants soient-ils, hein, et remplis d'amour, des proches, de la famille et tout, ça a toujours été des conseils merdiques, tu vois. Ouais. Le truc de, voilà, t'es sûr, l'OFM, c'est peut-être risqué en termes d'image. Ouais, bah non, finalement non, tu vois, parce que quand tu l'abordes avec professionnalisme, quand t'en fais ton cheval de bataille, que ça rapporte autant, que ça permet autant de choses, non, tu vois. Même quand j'ai quitté mes études, ma prof de philo, qui était très bienveillante, tu vois. Mais vous voulez pas vous créer une sécurité en faisant une bac+3 compta? Oui, bah t'as raison, ouais, j'ai 2 en maths et je vais faire de la compta en plus, oui, bien sûr. Mais c'est incroyable ça. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal avec les personnes qui sont pas dans ce milieu-là entrepreneurial et qui vont me donner des conseils sur mon business, en fait. Si t'as jamais rien monté, même si c'est super bienveillant, et j'imagine qu'ils le sont, mais me donne pas de conseils, en fait. Si t'as jamais rien fait... Généralement, les proches te donnent des conseils sur l'émotion, sur le fait une maman va vouloir te protéger. Oui, voilà, c'est juste, ils veulent pas que, en fait... Ils préfèrent que tu sois dans un 35 heures avec un bon job payé 2,5K par mois que tu sois des mois à 12K mais avec un business qui peut faire faillite. On m'a déjà dit ça, on me dit mais si demain ça marche plus. Je dis mais comment veux-tu que ça ne marche plus? Enfin, les gens sont toujours là, ils me connaissent toujours, j'ai leurs contacts, c'est des produits digitaux donc ils vont pas disparaître. Ouais, mais imagine si... ça c'est le nouveau truc ça qu'on me dit souvent, c'est mais pour l'OFM, pour Demoiselle, imagine la réglementation. Je sais, mais à ce moment-là, on fait rien. À ce moment-là, on fait rien. Oui, mais imagine la fiscalité, elle change. Ah oui, bah alors on arrête d'investir en bourse, on arrête d'investir en immo, on arrête, je sais pas, d'acheter des produits supermarchés parce que peut-être la fiscalité va baisser, donc ça sera moins cher demain. Donc on ira demain. Mais en fait, tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. C'est en mode, oui, bah si tu fais en fonction de la réglementation... Enfin non, en fonction de la possible future réglementation absolument incertaine dont tu n'as aucun signe. Enfin, tu veux aucun signe, tu sais pas du tout ce qui va se passer, mais tu fais jamais rien, tu vois. C'est vrai. Et il y a une personne que tu aurais aimé voir sur le podcast ou que tu aimerais voir sur le podcast à l'avenir? Bah vous voulez quel type de gens? Nous, on a beaucoup de personnes qu'on aimerait inviter, principalement des entrepreneurs. On a plusieurs noms en tête. Jérémy de Grantier, qu'on aimerait beaucoup avoir, qui a l'air vachement intéressant. En plus, nous, en off, on en parlait, on a investi dans l'immobilier. Donc, c'est une personne qu'on aimerait beaucoup voir. Moi, personnellement, il y a Antoine Blanco, que j'ai pu rencontrer, parce que comme je vis sur Toulouse aussi, on a pu se croiser, on a pu discuter, et qui est une personne sur ces dernières années qui a vraiment évolué, enfin qui a explosé, et que j'ai suivi moi depuis qu'il était absolument pas connu, depuis qu'il avait 2000 abonnés sur Instagram. Donc c'est pour dire à quel point on a énormément d'entrepreneurs qu'on aimerait avoir, et on va dire le goal, une personne qu'on aimerait bien voir, un Xavier Niel, tu vois, mais ça très compliqué à voir. Je sais même pas s'il fait encore des interviews. Je crois pas. Je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu d'interview de lui. Mais non, nous, enfin, toutes les sphères entrepreneuriales qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, qui est plus ou moins sérieuse et... Bah, je vais prêcher pour ma paroisse, le crayon. Le crayon? Le crayon. Ah, le crayon incroyable. Le crayon incroyable. Tu t'offres un petit duo Sixtine Valran, ça peut être sympa. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'étais vachement anti-corpo, entre grosses guillemets, il y a 2 ans. En mode, le vrai business, c'est tu vends des trucs, des machins, et puis tu fais le pirate, quoi. L'important, c'est le cash flow, machin. En fait, plus tu montes, plus tu comprends que le vrai jeu, effectivement, c'est le capital, c'est la valorisation, c'est les grosses boîtes. Pareil, avant, j'étais en mode, jamais je m'associerais, n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, j'ai 4 boîtes, 5 boîtes sur lesquelles je suis associé. Donc, et je pense que eux pourraient apporter cette vision-là aussi. Parce que c'est très dur de l'avoir, en fait. Surtout vu que nous, on a commencé, du coup,
durant cette ruée vers l'or digital, où c'est solopreneuriat à fond, prestation de services, coaching, machin, à avoir des conseils, retours d'expérience de gens comme Christine Valran qui ont du coup cette expérience, cette vision valo, média, long terme, etc., création de marque, B2B. Je trouve ça très intéressant. Beaucoup plus que si t'invites un mois bis, donc je sais pas, un infopreneur par exemple, tu vois, qui va te dire bah oui, en fait, faut vendre des formations, faut être motivé. Bon. C'est ça. Je pense que c'est même plus intéressant aujourd'hui d'avoir un peu ce qu'on en parlait, cette valeur de la vue, d'avoir des personnes qui ont des business un peu plus, j'ai pas envie de dire terre à terre, mais qui sont moins dans l'infopreneuriat et notamment, comme on parlait au niveau du crayon, etc. Je pense que ce serait vachement intéressant. Et c'est des personnes qu'on voit pas énormément en podcast aujourd'hui sur la scène française. Ben non, parce qu'en fait, ceux qui créent du contenu, c'est ceux qui ont un intérêt économique à le faire. Donc, ça va être des infopreneurs qui ont un truc à vendre, tu vois. C'est ça. Alors que, par exemple, Valorant 16, derrière, en fait, t'es même pas leur client cible. Leur client cible, c'est les grosses boîtes, tu vois. C'est ça. Trop cool. On a 2 dernières questions. Ouais. Si demain, ton business ou même ta vie s'arrête, est-ce qu'il y a une chose dont tu as été vraiment fier là, sur tout ton parcours Ouais, c'est une bonne question. Globalement, moi, je suis quand même très content d'avoir vécu autant de choses, d'avoir fait autant de choses, alors qu'en vrai, j'ai 21 ans, tu vois, ça va. Genre, je sais pas, j'ai fait la Thaïlande, le Mexique, Bali, enfin, j'ai voyagé énormément. J'ai une relation dans laquelle je suis très heureux. J'ai des potes entrepreneurs et non-entrepreneurs qui sont pas des enculés, qui sont toujours là depuis très longtemps et tout. Genre, j'ai des business qui tournent bien et tout. Non, franchement, je sais pas, tu vois, si demain je crève, ce que je me souhaite pas, en vrai, je partirais en me disant, t'aurais pas pu faire plus en si peu de temps, tu vois. Alors, pour moi, j'espère dire ça quand je mourrai dans 60-65 ans, tu vois. Le fait de dire, en ce temps-là, j'aurais pas pu faire plus, c'est exceptionnel. Surtout que moi, pour l'instant, j'arrive quand même à beaucoup bosser, mais à beaucoup profiter aussi, tu vois. Genre soirée, voyage, etc. Donc pour l'instant, non, franchement, je suis content. Et s'il y avait une chose que tu regretterais ? Ça peut être intéressant. Je vais prendre un risque sur la réponse. Je pourrais te sortir un truc bullshit, mais je vais prendre un petit risque. Je pense que ce qui me peinerait un peu, c'est de partir en n'ayant pas laissé le temps au marché de comprendre que je suis pas le méchant. Tu vois ? Parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup ce truc de... par exemple, Yomi, tu remontais à 3 ans, tout le monde le détestait. Et en fait, quand t'arrives, effet de simple exposition, hein, encore une fois, et de principe de réciprocité aussi, quand t'arrives à laisser passer et à sortir un peu du game, à t'en éloigner, les gens recommencent à t'aimer. Je sais pas si vous avez vu ce truc, c'est par exemple, il y a des chanteurs, des chansons qui, quand c'est sorti, quand ça cartonnait, tout le monde était c'est de la merde, ça, tu vois. Ouais, et puis tu vois, ça allait sur Twitter, ça le défonçait, machin et tout. Et 5 ans après, t'as ce truc de nostalgie en mode, lui quand même c'était un bon, et puis ce son c'était quand même pas mal. Et moi ça me ferait chier, parce qu'en fait j'ai l'étiquette OFM, et t'as plein de gens qui me détestent, tu vois. Et en vrai, ça m'amuse, mais ça me ferait chier de partir avec tout un marché qui dit celui-là c'est vraiment un énorme fils de pute parce que je pense pas l'être, tu vois. Donc ouais, ça me ferait un peu chier. D'accord. Donc j'espère avoir ce truc de tu vois, Niel pareil, quand il était dans le X au tout début, machin, c'était personne l'invitait, machin, tout le monde lui crachait dessus, là, non. Et puis après, en fait, quand tu prends la distance, quand tu t'élèves, les gens recommencent à bien t'aimer. Mais parce que t'es plus chill aussi, tu vois. Et c'est ça, et je pense que même les gens qui te... en fait, même là, on a vu en off, et moi, je t'ai envoyé un message sur LinkedIn, tu m'as répondu en même pas 1 heure, on fait un tournage, alors que nous, c'est le début. Enfin, tu vois, les gens qui t'aiment pas, en fait, je pense, te connaissent pas vraiment, mais t'es hyper chill, tu vois. Et tu discutes simplement. Et ça, je pense que les gens, en fait, aujourd'hui, ils se basent vachement sur ce qu'ils voient sur les réseaux, etc. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, très souvent, j'utilise cette expression, les monsieur propres d'Internet, c'est les pires fils de pute. Les mecs tout sourire, ultra clean, bien coiffés, bien machin et tout, tu te rends compte que dans la vraie vie, c'est les pires enculés. Alors que c'est les mecs qui vont te parler d'impact, de redonner, machin. Et en fait, t'as les connards d'affiches comme moi qui vont dire ouais, non, moi je veux une formation pour le profit. Mais je mets ma main à couper que la réussite de mes élèves,
me fait plus sincèrement plaisir au-delà de l'aspect prof social argent qu'un mec qui va être en mode ouais, l'impact, moi ce que je veux c'est changer la vie des gens. Et ce mec-là s'en bat les couilles à fond. Mais je préfère être en mode ouais, en fait je m'en fous si vous réussissiez ou pas, machin et tout, ou alors si vous réussissiez je serais content parce que c'est un intérêt pour moi. Je préfère dire ça et être en vrai gentil parce que ça me fait plaisir quand ils réussissent, plutôt qu'être le monsieur probe qui est en mode oui, moi je veux que vous réussissiez tous et qui derrière s'en fout et scam tout le monde, etc. quoi. Tout à fait. Dernière question. Et on aimerait que tu sois vraiment honnête. Si vraiment tu as un... J'ai l'impression qu'il insinue que ça fait 1h30 que je suis non, pas honnête. Non, mais en fait, tu vas comprendre et tout. Parce que je veux dire, même si ça peut faire mal et que c'est enregistré, etc. Si tu avais un conseil, nous, à nous donner depuis qu'on s'est vu tout à l'heure, depuis qu'on a commencé à tourner, etc., ce serait lequel? Tu t'es dit, ok, ça, il faut qu'il l'améliore parce que c'est nécessaire, par exemple. Dans le tournage, là? Partout, ouais. Même dans le tournage, ou même dans le script, dans les questions, dans les préparations, etc. À part le petit souci. La rédaction de la dissertation au début. Non, moi, pour l'instant, on a quand même très peu parlé business, machin, donc je vais pas donner un conseil sur un truc que j'ai pas vu, tu vois. Bien sûr, tout à fait. Ok, non. Bah, je la pose parce que typiquement, sur le premier épisode, on a eu des gros problèmes de process, notamment au niveau du son, etc. Et c'était vachement ressorti. Peut-être que je vais sortir et que le son va être dégueulasse. Je fais, oh les gars, c'est pas impossible. Non, c'est bon. On a bien travaillé là-dessus. Ok, on arrive gentiment sur la fin de ce podcast. Merci d'avoir été présent en tout cas avec nous. Merci. Ouais, merci beaucoup. C'est super important et comme je le redisais, je me répète, mais t'as répondu extrêmement rapidement et peut-être que les gens s'en rendent pas compte, mais t'as un temps qui est extrêmement précieux aujourd'hui avec tous les projets que t'as et les business que t'as déjà. Et venir nous apporter ton expérience à nous qui commençons tout juste justement dans ce milieu-là avec le podcast, etc. Nous, ça a une grosse valeur et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir te recevoir. Donc, merci beaucoup. C'était très cool. Hein. Vous avez fait le déplacement, vous avez fait l'effort de regarder les autres et puis de faire des questions nouvelles, etc. Donc, non, merci à vous. C'est avec grand plaisir. À tous ceux qui écoutent, on vous invite à aller voir les réseaux de Manoa, même si je pense que pour la plupart, vous le connaissez déjà. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, allez observer ce qu'il fait, c'est vraiment hyper intéressant et je pense que ça vaut vraiment le détour et ça change de beaucoup de personnes qu'aujourd'hui on retrouve sur le paysage un peu entrepreneurial français que vous retrouvez sur des vidéos en lambeaux ou je ne sais quoi. Lui, il apporte vraiment de la valeur, notamment sur ses vidéos internet, sur ses vidéos YouTube où il explique un tas de choses sur la fiscalité, que ce soit sur son business, etc. Et ça, on le retrouve pas. Donc, j'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Nous, on vous invite à mettre 5 étoiles sur ce podcast si vous avez aimé, à mettre des likes, à partager toutes les vidéos sur YouTube, etc. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À la prochaine. Merci. Ciao.